Bonsoir, troisième débat concernant les départementales sur TV Fil 78. Ce soir, nous nous intéressons au canton de Plaisir, qui compte donc les communes de Plaisir, les Clés-sous-Bois, Thiverval-Grinon et Benne. Un canton entre urbanité et ruralité, entre développement économique et préservation des terres agricoles. Je vous rappelle les derniers résultats. En 2008, le canton était composé uniquement des villes de Plaisir et des Clés-sous-Bois. Il y avait 6 candidats en lice. Un deuxième tour qui avait opposé Jean-Michel Gourdon, candidat de la gauche, et Véronique Côté-Milliard, maire UDI des Clés-sous-Bois. Et Jean-Michel Gourdon l'avait emporté avec plus de 60% des suffrages. Le conseiller général sortant, Jean-Michel Gourdon, a fait le choix de ne pas se représenter. C'est vous, Nicolas Hu, bonsoir, qui faites campagne avec Frédéric Évrard pour le parti de gauche. Autre candidat à vos côtés, Patricia Charton, bonsoir, pour les Verts. Vous êtes associé à Gérard Lévy et Jamel Natib, bonsoir, pour le Front de gauche en binôme avec Maryse Mézières. Bonsoir. Vous font face pour ce débat. Joséphine Colsman-Berger, bonsoir. Vous êtes maire UMP de Plaisir. Vous êtes candidate Union de la droite avec Bruno Coquart, UDI. Fabien Mettet, bonsoir. Vous êtes candidat Debout la France en binôme avec Pascal Michard et Éric Gigou, bonsoir. Vous êtes candidat Front National associé à Estelle de Oliveira. Je vous précise juste que vos temps de parole seront chronométrés. Ils vous seront communiqués aussi régulièrement. Ma première question, un tour de table. Selon un dernier sondage TNS Sofres, 57% des Français déclarent ne pas s'intéresser au départemental. Alors qu'est-ce que vous auriez, vous, envie de dire aux électeurs pour aller voter le dimanche 22 mars? Nicolas Hu. Moi, je voudrais simplement leur dire que nous avons vécu des événements il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois tout juste, qui ont prôné, enfin qui nous ont fait prôner tous ensemble et de manière concertée le vivre ensemble, et que le département est un élément essentiel dans ce vivre ensemble, puisqu'il a pour compétence notamment l'action sociale, l'éducation ou bien l'aménagement du territoire, et que ces moyens pour vivre ensemble peuvent être développés au sein de ces 3 compétences, et que lorsque l'on a vu la mobilisation qu'il y a eu le 11 janvier dernier, il faut la faire perdurer dans les urnes le 22 mars et le 29 mars prochain. Nécessité de proximité. Le département, c'est encore, je dirais, une strate qui nous permet d'avoir un rapport proche de l'habitant et du citoyen. Aujourd'hui, on se rend compte combien, justement, les citoyens ont besoin de cette proximité. Aujourd'hui, le département a vraiment pour rôle d'être dans cette attache et dans cette approche au niveau du social particulièrement, de toutes ces personnes qui ont de vraies difficultés, au niveau de l'intergénérationnel, au niveau des collèges et au niveau du territoire par rapport à toutes les routes départementales, pour ne citer que cela, bien évidemment. Donc, il faut bien rappeler à tout le monde qu'il est indispensable de ne pas perdre cette strate. Patricia Charton, qu'auriez-vous envie de dire aux électeurs? Exactement le même genre d'informations. On est vraiment au niveau du département dans un niveau qui permet de créer encore du lien social qui est beaucoup plus difficile à créer au niveau de la région, avec des moyens bien supérieurs à celui de la commune, donc forcément plus adaptés, avec des compétences qui sont bien ciblées et qui peuvent se recouvrer par rapport à la gestion du territoire, par exemple, parce que les terres agricoles, on peut gérer ça au niveau des départements, mais il y a une vision générale au niveau de la région, donc on est très attaché chez Écologie, au niveau écologique, justement, à ce que l'urbanisme ne mange pas ces territoires agricoles, et faire en sorte aussi de pouvoir revenir à une autonomie alimentaire sur nos territoires qui n'existe pas. On a 90% de ce que l'on mange ici est importé depuis le reste de la France ou d'ailleurs. Fabien Mettet. Oui, c'est vrai que c'est un constat malheureux de voir les gens se détourner des urnes. Pour moi, c'est un échec des politiques dans leur ensemble. Mais après, je peux que comprendre cette désaffection en voyant le spectacle de bas niveau qu'on peut voir, le spectacle que nous offrent nos élites. Et aussi, il y a un point qui joue, c'est le manque d'information. On voit que les gens sont relativement peu informés de ces élections-là, qui sont pourtant, comme tout le monde le dit, très importantes, parce que le département est un acteur social primordial, au même titre que la commune ou la région. Et on voit vraiment que tout ceci est dû, pour moi, à ces 2 effets-là combinés, qui font que malheureusement, en effet, les gens se démobilisent. Jamel Natib. Oui, le constat est le même que mes collègues ici présents. On a l'impression véritablement que tout est fait pour ne pas intéresser les gens.
Bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. On voit des sondages Vous êtes là ce soir. Okay. Oui, là, à l'exception, oui, effectivement, au niveau national. Vous avez raison de me reprendre sur le sujet et je vous en remercie de me convier et de pouvoir échanger. Mais le constat est quand même qu'au niveau national, rien n'est fait pour intéresser les gens. Mais il faut les comprendre aussi. Quand on voit le détricotage qui a été fait avec, à un moment, on parlait de supprimer le conseil général avant de le transformer en conseil territorial. Aujourd'hui, rien n'est fait pour intéresser les gens. Je veux dire, on a l'impression que c'est voulu. Donc, par contre, il y a un point extrêmement important, ce que je pourrais soulever, le côté positif, c'est déjà on met en place la parité, la vraie parité. Ça, c'est vraiment un point positif, ce qui n'était pas le cas. Après, derrière, on pourra en discuter sur la mise en œuvre, effectivement, mais sur le fond, c'est important. Après, un point qui est vraiment négatif, c'est cette approche de bipartisme. Encore une fois, quand on voit le mode de scrutin, je comprends mes concitoyens qui ont du mal à saisir la pertinence et autres. Il faut avoir fait vraiment de longues études, des études brillantes sur le sujet pour réussir à trouver comment tout ça va se passer. Donc après, je ne pourrais rien rajouter d'autre. Je passe après mes chers collègues sur le sujet. Effectivement, c'est la proximité, c'est une strate indispensable. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, qu'on essaie de nous parler du Grand Paris, toutes ces choses-là qui sont bien éloignées du territoire, c'est forcément indispensable de garder cette proximité, c'est l'étage intermédiaire avec la région. Et les missions qui sont confiées au conseil territorial sont indispensables au bon fonctionnement. Ça permet notamment d'échanger et d'éviter ce désert et de cette désaffection du citoyen par rapport à la chose politique. Éric Gégou. Moi, je souhaite leur dire qu'il n'y a pas de petite élection. Et même qu'au contraire, derrière des élections qui semblent un petit peu négligées par nos élites, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas encore complètement le périmètre du futur conseiller départemental, leur dire qu'il y a des gros projets qui sont sous-jacents et qui, notamment, tout le monde est d'accord apparemment pour dire que le département, c'est quelque chose d'important. Il y a effectivement un détricotage qui se prépare, puisqu'il semble qu'on aille vers, d'ici l'horizon 2020, à des hyper-régions, et donc, du coup, un manque de proximité pour le coup. On va parler maintenant des compétences, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, vous dites qu'on ne sait pas trop l'avenir du Conseil général, comment il va se dessiner. C'est actuellement en discussion au Parlement. Alors, quelles doivent être, d'après vous, les compétences indispensables du Conseil général de demain, Jocelyne Coltman-Berger ? Est-ce qu'on doit à nouveau garder les transports, les collèges, le social, dont on dit souvent que le social, personne n'en veut parce que ça coûte cher ? Je pense que tant qu'on n'aura pas fait une véritable réforme territoriale, il va être difficile peut-être aujourd'hui à notre niveau de décider des compétences que devrait avoir le Conseil général. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les compétences qui sont en place sont des compétences qui sont tout à fait légitimes et en tout cas qui fonctionnent très très bien. La seule difficulté aujourd'hui du département, c'est que comme toutes les collectivités, nous avons des difficultés de perte de dotation qui sont importantes. Et quand on a une perte de dotation de plus de 140 millions d'euros, ne serait-ce que sur le département, il est vrai que c'est difficile. Mais en tout cas, au niveau du social, c'est une importance capitale de le garder, puisque cette compétence a fait ses preuves et qu'aujourd'hui, il n'est pas question du tout d'abandonner. J'ai pu le constater lors des échanges avec les autres candidats et particulièrement avec le président. Donc il faut garder les compétences actuelles. Oui. Patricia Charton, vous voulez réagir ? Je pense que franchement, il y a une répartition à conserver comme celle qui existe aujourd'hui, par exemple pour les handicapés, sur lesquels on peut agir d'une manière un petit peu plus active, par exemple sur le département. On sait qu'aujourd'hui, c'est surtout de la gestion de dossiers, de demandes de prise en charge. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire sur le territoire ici. Il y a des tas de choses. Enfin, moi, je suis touchée par ma maman qui est handicapée et qui n'est pas forcément... Qui a peut-être pu bénéficier de l'APA. Mais, plus maintenant, mais c'est vrai que c'est très difficile. L'aide est très, très compliquée à mettre en place. Et on voit bien que le discours est assez loin des réalités entre... les personnes sont laissées assez à la charge de leur famille, quoi. Nicolas Hugues, les compétences. Oui. Moi, je pense que les compétences du département, telles qu'elles doivent être discutées, telles qu'elles sont discutées aujourd'hui et telles qu'elles doivent être prorogées par la suite, je pense évidemment que l'action sociale comme l'éducation doivent être des liens forts qui doivent rester au sein du département, notamment pour ce que l'on évoquait tout à l'heure, la question de la proximité. Je pense que c'est très important de garder cette notion-là, mais à condition, évidemment, que les départements le prennent à bras-le-corps aussi, ces notions-là. Moi, je prends juste un exemple, vous le rappeliez juste à l'instant, sur la question du handicap. Quand je vois aujourd'hui que le département des Yvelines est obligé
est obligé, parce qu'il ne veut pas le faire, de signer des conventions avec la Belgique pour accueillir nos personnes en situation de handicap, je trouve que là, précisément, il y a une défaillance de notre système et de la majorité départementale pour enrayer ce fléau de départ, malheureusement, qui coûte cher aux familles. C'est la même chose pour les EHPAD, pour les établissements pour les personnes âgées dépendantes, où aujourd'hui on voit que ces coûts à la journée sont relativement chers parce que précisément le département des Yvelines n'intervient pas directement et n'intervient pas fortement sur ces questions-là. Et lorsqu'on regarde un petit peu aux alentours dans les départements voisins, on se rend compte que les prix de journée sont aux alentours de 60-65 euros. Le département des Yvelines n'a pas fait ce choix. Le social. Voilà, renforcer le social, mais surtout faire en sorte que les compétences que le département aura soient réellement prises à bras-le-corps par le département et par son institution et sa majorité. Éric Gégou. Avant même d'évoquer tous ces sujets des compétences du futur conseil départemental, le but peut-être du conseiller futur, ce sera de sauver le conseil départemental, ou du moins sauver la structure qui aujourd'hui risque de disparaître, encore une fois, comme on le disait, puisque apparemment la proximité, ce n'est plus d'actualité, qu'on va passer à une politique d'hyper-région, puisque le but, finalement, c'est toujours ce projet européen qui est de faire de notre pays une région de Bruxelles. Donc je pense qu'il est important, et c'est pour ça, on en revient d'ailleurs à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'il est important de se déplacer pour, à travers ces élections départementales, faire en sorte qu'on soit tous ensemble derrière un projet national, un projet qui montre que les gens aiment vivre ensemble. Et c'est le projet du Front National, c'est de vivre ensemble derrière une vraie nationalité et une vraie fierté de notre pays. Et ce qui fait qu'évidemment, nous ne sommes pas du tout derrière ces politiques qui font en sorte que demain, tout cela va disparaître. Donc là, on va parler de tout un tas de sujets, mais finalement, qui les gérera demain ? Aujourd'hui, il n'y a rien de plus sûr. Donc il faut s'assurer de ces politiques futures et voir un peu comment on peut les contrer. Et donc c'est important de placer des conseillers départementaux au Front National parce qu'eux, ils vont défendre réellement notre structure aujourd'hui telle qu'on la connaît, ancienne et qui fonctionne, département, canton, commune, etc. Fabien Mettet ? Oui, historiquement, en fait, le département, il faut rappeler qu'il a été créé durant la Révolution française afin de rapprocher les administrés avec les administrateurs, enfin les administrateurs avec les administrés. Et c'est devenu au fil du temps vraiment un acteur clé du gouvernement, de l'État. Et c'est aussi un acteur social de premier rang, puisqu'il permet de réduire les inégalités, tant au niveau du territoire, entre territoires riches et territoires pauvres, qu'entre les citoyens, afin de donner à chacun les mêmes chances. C'est pour ça que nous à Debout la France, nous souhaitons faire du département un acteur clé de l'État, l'un des piliers même de l'État, au même titre que la commune et que l'État-nation. Donc nous sommes tout à fait pour la sauvegarde du département et nous souhaitons que, bien sûr, que le département garde ses compétences. Ben, on souhaite que le département garde ses compétences. Voilà, exactement, qu'il garde les mêmes compétences. D'accord. Alors, je vais faire une synthèse par rapport à tout ça, parce que bon, sur le principe, il y a plein de choses qui ont été dites, c'est bien, j'ai l'impression que c'est un inventaire d'après-vert, mais sur le principe, il y a un point qui est extrêmement important, le département, c'est quand même un bouclier social. Il ne faut pas l'oublier, en ces périodes d'austérité, de crise, aujourd'hui, le rôle du département, il n'est même pas à revoir ou à rediscuter. Quand on parlait notamment, vous parliez d'aide sociale, vous parliez d'action sociale, effectivement, c'est l'une des priorités d'un département. Bien évidemment, il y a l'éducatif et autres, mais aujourd'hui, c'est ça. C'est nos anciens, c'est les enfants, c'est toutes ces choses-là. Je prends un exemple, on parlait d'EHPAD tout à l'heure. On est quand même dans un département, l'un des départements les plus riches de France, si ce n'est, allez, il est dans le peloton de tête. Au niveau des crèches, par exemple, au niveau des EHPAD, il y a quasiment aucune EHPAD, aucune crèche qui est départementale. Je prends un exemple, par exemple, dans le 94, dans le Var. Complètement sur le fond, parce que c'est du bon sens, et ma voisine était en train d'en parler aussi. Je rejoins, parce que les anciens, c'est extrêmement important. Ils ont œuvré à ce que notre société soit celle qu'elle est aujourd'hui, et que l'on puisse en bénéficier, de tout cet investissement. Mais c'est de dire aussi, faut quand même y penser. Et aujourd'hui, quand on prend le Val-de-Marne, il y a des crèches qui sont départementales. Et oui, nous n'en avons aucune. Dans les Yvelines, ce sont que des crèches. Donc au niveau des compétences... Par exemple, l'enfance, c'est ce que je vous disais, l'aide sociale, l'enfance et autres. Ça fait partie véritablement du cœur du même. Pourquoi ? Parce que proximité oblige, bien évidemment. D'accord. On va faire une petite pause dans cette émission. On va aller à la rencontre des habitants pour aller leur demander ce qu'ils attendaient d'un conseiller général. On les écoute.
Des réseaux pour que les gens diplômés, moins diplômés, puissent être réinsérés socialement. Moi, c'est notamment au niveau de l'école, de l'éducation. Peut-être plus d'aménagement au niveau de la sécurité des écoles. Donc notamment des vigiles, parce que là on est en période de vigie pirate, donc ce serait bien qu'ils travaillent là-dessus. Des écoles, des collèges. Ils font des travaux en ce moment sur la D30, là il la double. Donc c'est quand même une avancée. Le problème, c'est que là, apparemment, ils sont en train de tout changer. Alors, ils vous disent que les départements vont quand même continuer les collèges parce que c'est les routes. L'autre, c'est après le grand truc. Ça va être le transport. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on ne sait plus où on en est. Non, je ne comprends pas. On va continuer à parler évidemment des élections départementales sur le canton de Plaisir. On va s'intéresser maintenant à 3 thématiques qui sont le développement économique, l'emploi, l'environnement. Et puis on parlera également évidemment du social qui vous préoccupe, on l'a bien compris, autour de cette table. Alors d'abord l'emploi et le développement économique, on en parle parce que c'est une zone évidemment, le canton de Plaisir, qui comprend beaucoup de centres commerciaux. On va commencer avec vous, Joséphine Colman-Berger, parce que vous avez du temps de retard. Qu'est-ce que vous proposez en matière de développement économique sur ce canton ? Le développement économique, effectivement, c'est quelque chose qui doit être en lien direct avec les collectivités aujourd'hui, puisque les collectivités sont des acteurs premiers et le département a un regard aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que sur la zone qui est le canton aujourd'hui de Plaisir est un canton en grande difficulté, puisque il y a beaucoup de centres commerciaux. Il y a énormément de centres commerciaux et le taux de chômage est quand même assez bas. Donc c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais il est vrai que ne serait-ce que tout ce qui est la fibre actuellement qui est en cours d'installation sur les collectivités qui sont autour, il est important que le département, et c'est ce qu'il est en train de faire, soit en développement important pour les entreprises, parce que c'est une attente aujourd'hui par rapport à cela. Et il est clair qu'aujourd'hui, nous devons absolument, au niveau du département, développer cela au niveau du rural. Et dans ce canton, il y a toute une partie rurale qui l'attend, et il est important que le responsable qui sera en place, politiquement parlant, puisse avoir ce regard-là. Il est important aussi d'accompagner les jeunes au niveau de l'emploi. Tout ça est déjà en cours. J'entendais tout à l'heure tous les reproches qu'on pouvait faire au département des Yvelines et au Conseil général. Je peux dire que c'est pas si noir que ça, bien au contraire. Il y a des actions très fortes qui sont faites au niveau du social. Il y a eu une augmentation de 3,6 au niveau du RSA et les accompagnements sont forts. Et les développements au niveau des crèches, je reviens un tout petit peu en arrière, si vous le permettez, et au niveau des EHPAD est une véritable volonté aujourd'hui. C'est un avis qui n'est pas partagé par... Non, je le sais, mais c'est un... Non, bien sûr. Non, mais les chiffres sont là. Ce que je disais, que c'est un développement à faire et qui est tout à fait... Oui, mais parlons pas de ce qui est passé, parlons de l'avenir et de ce qu'il faut mettre en place. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une véritable volonté du département, malgré les baisses et les dotations dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il faut quand même en tenir compte. Et je sais que toute la vérité qui est aujourd'hui celle du département est quand même un département qualitatif et un département qui fonctionne bien. Et je pense que les personnes qui l'avaient entre les mains jusqu'à présent, ça fonctionne. C'est la réponse de la candidate de l'UMP au candidat du PS. Fabien Mettet, alors pour le développement économique, nous avons 3 mesures choc pour le développement économique. La première, c'est de relocaliser l'argent qui sert à des investissements à l'étranger. Il faut savoir que depuis 2006, c'est près de 8 millions d'euros qui ont été investis à l'étranger. Cet argent-là, on souhaiterait qu'il soit utilisé pour les Yvelinois. Deuxième chose, nous souhaitons réduire les frais des élus. Un élu coûte en moyenne 50 000 euros par an. C'est relativement excessif, surtout lorsqu'on sait que beaucoup d'élus demandent aux concitoyens de faire des efforts. Je pense que la moindre des choses, c'est de montrer soi-même l'exemple. Et enfin, nous souhaitons développer les circuits courts. Donc, montrer l'exemple, c'est réduire... Voilà, de réduire. Alors, ce serait de l'ordre de 1 000 euros. Sur 1 000 euros, ce serait réduire les frais de séminaire, les frais de formation et tout ça. C'est normal qu'un élu soit payé, qu'il ait une indemnité, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une décence à avoir, surtout en période de crise. Ensuite, nous voulons développer les circuits courts. Les Yvelines ont la chance d'être un territoire avec un milieu rural très riche et aussi beaucoup de villes pour trouver des consommateurs.
Et ce circuit court aurait 4 avantages majeurs. C'est de l'ordre économique, ça créerait des emplois. De l'ordre social, ça me permettrait aux producteurs d'être payés convenablement. De l'ordre écologique, parce qu'en réduisant les transports, on réduit l'impact énergétique et les gaz à effet de serre. Et puis voilà. Charton, quand Fabien Mettel parle de circuit court, forcément, ça doit vous parler à vous. Ce sont des thèmes du fondement même de... bon, après, il n'y a pas que les circuits courts. Les circuits courts, c'est vraiment essentiel pour apporter aussi un lien social. Je ne sais pas si vous achetez vos légumes dans une AMAP ou moi, c'est ce que je fais, pour justement supporter ces producteurs locaux. Je fais mon marché tous les week-ends chez tous les producteurs locaux. Les gens ne savent pas forcément qu'il existe tous ces producteurs. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Sur le canton, exactement, il y a quelque chose à faire pour les aider, pour promouvoir évidemment l'installation de nouveaux maraîchers. Parce que là, le maraîchage, en effet, qu'il soit bio, alors moi je suis plutôt bio évidemment, parce que ça va évidemment dans le sens du développement durable, ce qui n'est pas du tout le cas de la culture intensive aujourd'hui. Nous sommes entourés de céréaliers qui font du colza pour les carburants, qui font... Bon, c'est pas avec ça qu'on peut se nourrir. Hein. Donc voilà, le circuit court certainement, mais pas que. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses à faire au niveau développement durable. Et dans le développement durable, l'énergie peut apporter aussi énormément d'emplois. Voilà, et l'énergie comment les énergies renouvelables. On sait que le photovoltaïque a énormément progressé. On a entendu ce matin le lancement d'un avion qui ne fonctionne qu'au solaire. Donc c'est tout à fait réalisable. On peut réaliser ça à un niveau... On sait qu'on a très bien progressé dans ce domaine-là. Et on sait que les ressources aujourd'hui sont en diminution. On est arrivé à un pic et les Chinois absorbent ce qu'il en reste. Donc les Chinois, les Indiens. Donc le circuit court, évidemment. Évidemment, c'est le salut. C'est vraiment le salut. Nicolas, le développement économique, l'emploi. Ouais. Alors, moi, j'essaierai de rebondir très rapidement sur ce que annonçait Mme Coleman-Berger tout à l'heure, sur la question économique. Alors évidemment, il y a une forte zone de densité commerciale sur le secteur plaisir-les-clés. Mais ce que je regrette, moi, pour le coup, c'est que nous n'ayons pas une diversité d'offres en termes d'entreprises, et notamment d'offres d'entreprises industrielles. Je sais que nous avons sur le secteur plaisir-les-clés, et donc plus sur les clés, situé sur les clés, mais qui aurait pu aussi être à un moment donné vecteur d'emploi sur l'ensemble du bassin. Nous avons l'entreprise Bull qui a été rachetée ces derniers temps par Atos, il y a quelques mois. Et cette entreprise est le leader européen, avec Atos désormais, est le leader européen dans le développement informatique. Et je pense qu'il aurait été de bon ton de développer sur le territoire de notre commune, au Clé-sous-Bois, de notre intercommunalité et du département, tout un maillage autour de cette entreprise de recherche et de développement qui aurait permis, et qui peut permettre, alors j'espère que rien n'est définitif et on peut toujours intervenir, et qui permettrait justement de présenter des emplois qualifiés et des emplois pérennes. Parce qu'aujourd'hui, le problème des emplois dits commerciaux, c'est évidemment leur précarité. Enfin, je connais peu de personnes qui travaillent aujourd'hui dans la distribution et qui ont un 35 heures au bout du compte. On sait que ce sont avant tout des emplois pour les jeunes ou les jeunes étudiants. Rapidement sur la fibre optique, j'entendais Mme Coleman-Berger rappeler que la fibre optique était importante à déployer, notamment en terre rurale. Moi, je ne peux que la rejoindre là-dessus, tout en sachant que lorsque le président Bédier est revenu aux manettes du Conseil général il y a un an et demi, il a arrêté ce plan de développement. Pour quelles raisons, je n'en sais trop rien. Mais en tout cas, le plan de déploiement de fibre optique a été arrêté par le président en place. Donc aujourd'hui, je trouve ça très bien qu'il y ait des effets d'annonce pendant la campagne. J'espère juste qu'ils seront suivis. Et en tout cas, nous appliquerons, si nous sommes élus, évidemment, à le mettre en place.
Et puis, dernière chose sur la question économique. Parce que vous allez prendre de l'avance sur le temps de votre temps. D'accord, je reprendrai après. D'accord. Éric Gigou, alors, vous avez... Et on va voir les temps de parole qui vont s'afficher d'ailleurs. Donc en fait, c'est vrai qu'en écoutant un petit peu tout le monde, je m'aperçois que tout le monde a un petit peu le même programme concernant le département. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il faut un peu prendre de hauteur toujours pour voir quel principe on peut appliquer par rapport à l'hyper-région qui pourrait le futur projet, puisque vous appartenez à des partis qui ont eu le pouvoir entre les mains ou qui l'ont. Et donc, je pense qu'il faut à un moment donné sortir de ça pour avoir une nouvelle vue, un nouvel angle et attaquer les choses autrement. Vous, par exemple, votre parti, en termes de développement économique sur ce canton, vous proposez quoi? Déjà, ce qu'il faudrait, c'est encourager les entreprises à rester en France. Et encore une fois, ça aussi... sur le canton ou sur le canton, évidemment, mais ça fait partie d'une politique générale. Et donc, effectivement, moi, dans mon travail, je rencontre pas mal d'entreprises et les chefs d'entreprise me le disent. Si aujourd'hui, ils pouvaient, si c'était à refaire, peut-être ils iraient créer leur entreprise ailleurs. Donc, encore une fois, ça participe d'un principe fort d'appartenance à notre nation. Et encore une fois, c'est vraiment le vivre ensemble qui fera qu'à un moment donné, les gens auront envie de se battre pour notre pays et qu'on soit ensemble et qu'on n'aille pas vers des projets qui nous échappent. Et c'est pour ça que les départementales, c'est important, pour en revenir à ce qu'on dit au début, d'y participer, pour contrer tous ces futurs projets, qui sont les mêmes des différents partis UMP ou PS, finalement, puisque là, encore une fois, on parle de sujets, mais au-delà de ça, la finalité, c'est que ces partis se sont engagés dans une autre voie, et une voie qui nous échappe. Donc il faut rattraper ça en se restant tous derrière un pays qui est le nôtre, qui est un grand pays et qu'on ne peut pas laisser échapper. Donc vous avez une vision plus globale large, que purement... Voilà, exactement, plus large. Mais oui, tout est lié. Tout est lié, c'est sûr. Jamel Niati. Alors oui, sur la partie emploi, effectivement, plutôt favoriser l'emploi. Merci. Aujourd'hui, nous votons pour les conseils départementaux. Nous allons voter pour les conseils départementaux. Vous voulez se débattre après? Oui. Sur le principe, effectivement, sur l'emploi, la politique de l'emploi, effectivement, aider plutôt les entreprises, les PME et autres, et non pas aider les grands groupes qui vont se répartir les résultats financiers de leurs recettes auprès de leurs différents actionnaires. Donc ça, c'est une politique forte, plutôt que d'aller aider les sociétés qui n'en ont pas forcément besoin, qui viennent juste chercher des subventions. C'est peut-être ça la vraie politique au niveau de l'emploi, et favoriser l'implantation des entreprises, dans notre canton notamment. Et on parle sur un point, effectivement, notre canton est quand même assez marqué par l'emploi, on va dire, de la distribution. Alors, je rejoins complètement l'avis de mon voisin. Sur le principe, effectivement, c'est un emploi précaire par nature. Et là, aujourd'hui, certaines communes ont voté sur la possibilité de travailler le dimanche. C'est quand même pas mal, ça, comme truc. Et là, on parle d'une approche sociale. Et moi, dans l'approche sociale, il y a quand même un point important, c'est OK pour travailler le dimanche, mais ces gens-là ont peut-être des enfants. Comment on fait pour que les enfants aillent en crèche? Il n'y a pas de crèche ouverte le dimanche. Et en plus, si j'en rajoute encore une petite couche, c'est que ces gens-là vont travailler le dimanche, mais sans avoir une majoration de leur salaire. Donc, travailler plus pour gagner plus, je crois que c'est un vieux slogan, mais qui est vraiment usé, mais alors élimé. Donc, sur le principe, oui, effectivement, l'emploi, arrêtons de favoriser, de faire ces méga-centres commerciaux, ça pourrait être intéressant, et développons le travail, l'emploi. Les centres commerciaux, il y en a beaucoup sur la zone. C'est pour ça que ce serait peut-être bien d'arrêter, c'est pour ça que je vous le dis en synthèse, et peut-être plutôt favoriser l'implantation d'entreprises, de PME, par le biais de pépinières d'entreprises, aider véritablement les entreprises de moins de 10 ou 15 salariés, qui, elles, sont vraiment génératrices d'emplois. Donc aider plutôt les petites entreprises. On va continuer à parler évidemment du canton de Plaisir. On va jeter aussi un coup d'œil sur les temps de parole qui vont s'afficher. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'environnement, du cadre de vie et puis évidemment de l'aménagement. Voilà les temps de parole qui s'affichent, de l'aménagement de la RD 30. C'est évidemment les travaux ont démarré. Alors sur l'environnement, le cadre de vie, Fabien Lettet, et la RD 30 si vous avez... Alors sur la RD 30, nous on est plutôt d'accord. Faut être honnête, c'est une bonne chose. Ça permet de fluidifier la circulation, de limiter les bouchons, parce qu'il faut savoir que la RD 30 était saturée, que ce soit en semaine ou le week-end, aux heures de pointe et le week-end lorsque les gens allaient faire leurs courses en centre-ville ou dans les centres commerciaux. Et là, ça y est, les travaux sont lancés, donc de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. C'est pour dire faut être honnête, on est plutôt d'accord.
Surtout, voilà, il y a aussi un problème de pollution qu'il y a avec les bouchons qui aura plus une fois que les travaux seront terminés. Donc nous, on est plutôt favorable à ces travaux-là lorsqu'ils peuvent être faits par le département, parce que c'est vrai que le contexte est difficile. Et sur l'environnement, le cadre de vie pour le canton, qu'est-ce qui doit être préservé selon vous? Qu'est-ce qui doit être développé? Il y a une départementale, la départementale 191, qui malheureusement connaît ce que connaît actuellement la RD30, mais qui n'a pas eu la chance d'avoir les travaux nécessaires. Donc on aimerait bien, dans la mesure du possible, faire des travaux pour désengorger cette voie-là qui est, comme la RD30, saturée en semaine, essentiellement pendant les heures de pointe. José Nicole Malberger. Je ne vais pas vous faire de commentaires sur la RD30. Vous imaginez bien que... En tant que maire de plaisir. Voilà, et puis avec un investissement de 79 millions d'euros de la part du département, ça ne peut être que bien accueilli, j'imagine. C'est attendu depuis 20 ans. Outre tout cela, pour le cadre de vie, il faut reconnaître que ces derniers temps, nous avons eu des accompagnements très forts de la part du département, ne serait-ce que sur certaines départementales qui viennent de se construire. La RD 98 qui facilite quand même la circulation entre Plaisir, Les Clés et Villepreux, et puis d'autre part tous les ronds-points qui ont pris corps au sein de nos diverses collectivités. Il y a aussi des demandes qui sont en cours, comme des ronds-points aux Clés-sous-Bois, pas des ronds-points, mais des souterrains aux Clés-sous-Bois qui sont demandés pour aller plus facilement à la gare. Il y a des projets très importants au niveau de l'environnement, puisqu'on souhaite faire tout un respect par rapport aux zones agricoles qui sont fondamentales pour nous. Vous le disiez en propos liminaire, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un territoire qui est dans un équilibre rural-urbain que nous souhaitons maintenir, bien évidemment, même avec l'intégration dans la Casquie, même si c'est hors sujet, mais pas tant que ça, puisque le département est également un rempart de respect de tout cet environnement-là. Donc on aura, je dirais, un regard très particulier par rapport à ce maintien de ce rural urbain qui fait notre qualité et qui est la caractéristique première de notre département. Et effectivement, cet accompagnement qui est omniprésent de la part du département. Chaque fois qu'il y a une demande spécifique, par exemple d'un rond-point, d'une amélioration, je pourrais vous donner des détails qui sont des détails qui sont entre Les Clés et Plaisir, sur des ronds-points qui vont avoir et faciliter la circulation entre nos zones commerciales et qui vont permettre, après la mise en place de la RD30, d'une fluidité beaucoup plus importante. Donc ça, c'est le cadre de vie fondamental et le département sera, et est déjà, mais sera encore plus présent par la suite. Nicolas Hu. Oui. Vous êtes clécien lorsque dit Nicole Malberger sur les ronds-points aux Clés-sous-Bois, ça doit vous interpeller. Les souterrains. Moi, ce qui m'interpelle le plus sur les Clés-sous-Bois, et notamment au niveau des routes, c'est évidemment la sécurisation de certaines routes, notamment la RD11, qui aujourd'hui n'est absolument pas sécurisée. Voilà, c'est pas la 98 alors. Non, mais je parlais aussi de la RD11 avec un nouveau rond-point préparé par le Conseil général. D'accord. Moi, je ne parle pas uniquement des ronds-points qui sont des aménagements qui servent essentiellement les véhicules. Moi, je pense aussi qu'il faut penser aux piétons et aux voies douces. Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu autour des grands centres commerciaux qui ont été réalisés. Ils ne sont pas arrivés, ils ne sont toujours pas là. Et en tout cas, il n'y a pas d'endroit de passage, notamment pour les jeunes collégiens qui se rendent du quartier nord des Clés-sous-Bois, par exemple, au collège Anatole France. Il n'y a pas d'aménagement spécifique permettant de sécuriser l'accès de l'un à l'autre côté de la rue. Et de la même manière, lorsque vous êtes d'un côté des centres commerciaux, il n'y a pas d'accès sécurisé pour les piétons pour passer d'un centre commercial à l'autre. Donc il y a toute une partie de sécurisation de cet aménagement, de cette route départementale, je pense, à revoir. Sur la RD30, parce que c'est quand même un sujet important, la RD30 maintenant est lancée, évidemment personne ne va revenir en arrière, ce serait complètement stupide. La seule question qu'on peut se poser, c'est quand même avant tout les nombreuses remarques qui ont été posées lors de l'enquête publique en 2007 qui n'ont pas été forcément suivies des faits. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses remarques faites à l'époque lors de l'enquête d'utilité publique par les riverains. Il y a eu plus de 800 ou 1000 riverains qui ont quand même porté une remarque lors de cette enquête. Et les principales étaient quand même d'assurer la continuité de la circulation douce notamment et de sécuriser l'abord de la circulation douce au niveau du rond-point du Petit Saint-Cloud. Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu de ce point de vue-là. José Nicole Malberger me dit si, c'est prévu. Les choses sont prévues.
C'est peut-être prévu, mais c'est en tout cas pas présenté ainsi. Et je trouve que c'est dommage de ne pas le présenter ou de ne pas l'avoir prévu au préalable, sachant que c'est un aménagement qui coûte 78 millions d'euros. 78 millions d'euros de 2005, revalorisé aujourd'hui avec les indices de travaux, etc., à 96 millions. Donc c'est un investissement très fort et que je trouve dommage. Je trouve dommage de ne pas avoir tout prévu dès le départ, et notamment ces circulations. Donc on n'a pas fait assez. Cette sécurisation de... Pardon, je vous ai coupé. Le principal, c'est que ce soit fait. Pas vrai, Charton, sur l'environnement, le cadre de vie. On va pas revenir sur l'élargissement de l'aire détente, mais est-ce qu'on peut faire plus que ce qui est prévu? Parce qu'il n'y a pas que l'aire détente. Là, c'est vrai que les travaux sont lancés de toute façon. Donc, mais c'est très attendu. J'ai très attendu par les habitants du canton. Des voies cyclables qui sont prévues. Je les ai vues sur le plan. Mais il n'y a pas que la RD30, parce que je connais peu de gens qui vont faire leurs courses depuis les Gâtines jusqu'à Auchan à vélo ou à pied. Donc c'est bien pour les promeneurs, mais moi ce que j'aurais aimé aussi, c'est que dans le département, on ait une vision un petit peu moins tout voiture et qu'on puisse aller vers, par exemple, la possibilité de financer le vélo électrique, par exemple, pour les gens qui veulent partir à vélo jusqu'à leur gare. Aujourd'hui, c'est un peu scabreux. Il n'y a pas grand-chose. Il faut ou monter sur le trottoir ou risquer de se faire renverser sur la voie publique pour pouvoir accéder aux gares. On n'a rien pour poser son vélo. Enfin, c'est ce genre de truc qu'on voit. Pas assez d'équipements, en tout cas plus d'équipements. Voilà, on ne voit pas grand-chose. Des villes ont réellement développé ce genre d'aménagement, de pouvoir déposer dans un endroit sécurisé son deux roues. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, serait un réel plus pour les personnes qui n'ont plus envie de polluer et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule motorisé et qui en ont un petit peu assez d'être complètement pressurisés dans les transports en commun. Bon, c'est une voie possible. Éric Gégou ? Je pense qu'on est tous pour un aménagement, des routes, des choses qui ne polluent pas. Maintenant, tout ça, ça a un coût. Donc il faut... Bon, moi, je ne suis pas au Conseil général et pas élu, donc je n'ai pas les dossiers, ou du moins le chiffrage de ces dossiers-là. Donc après, tout ça, ça se calcule et ça, en fonction des possibilités aussi, à la fois d'aménagement et de financement. Tédou, rien de plus sur l'environnement ? Allez-y, parce que vous avez pas mal d'avance, vous avez pas mal de retard, pardon, sur votre temps de parole. Par rapport à l'environnement, voilà, la circulation... C'est un problème de financement pour vous. C'est aussi un problème de financement. Et encore une fois, là, on parle peut-être d'une coquille vide, puisqu'encore une fois, je reviens encore à la charge là-dessus. On ne sait pas encore aujourd'hui qui va décider de tout ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse... On peut toujours faire des propositions. On peut toujours faire des propositions. Mais sinon, ça ne va pas vraiment donner envie aux électeurs d'aller voter. Si on leur dit, on ne va pas connaître les compétences et du coup... Mais oui, mais enfin, il faut bien défendre ce qui nous permet aujourd'hui de faire toutes ces actions. Et apparemment, tout ça, c'est amené à changer, voire à disparaître pour d'autres choses. Donc, oui, on peut toujours faire des propositions, mais encore une fois, il faut les tenir. Donc, ça ne sert à rien de faire des propositions si elles ne sont pas tenues ou si on ne sait pas d'ici l'horizon 2020 ce qui va se passer. Jamel Nati, est-ce que vous avez des propositions, vous, à faire ? Je ne suis pas teneur d'un catalogue miraculeux. Moi, je me présente tout simplement pour porter une idée et une image qui est plutôt celle de l'anti-austérité et compagnie déjà. Donc, je ne suis pas là pour donner un catalogue qui ne sera, une fois les élections passées, complètement mis aux oubliettes. Donc, moi, un constat très simple. On parle notamment de la Casquille, on parle du département, on parle de la ville nouvelle, de plaisir et compagnie. Un exemple tout bête. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive d'aller à la base de loisirs de Saint-Quentin en vélo. Je vous mets au défi d'y aller. C'est tout. Donc je ne vais pas plus loin. Donc effectivement, tout est fait pour la voiture dans notre canton. Vous habitez Bennes, pour venir à Plaisir, vous prenez le bus. De temps en temps, le train, quand il y en a. Le week-end, je ne vous en parle pas. Le bus, à certains horaires. Voilà, c'est ce que je sous-entendais, effectivement. Idem pour le train. Donc voilà, donc effectivement, arrêtons de faire du tout voiture. Alors je ne vous parle pas non plus de nos zones commerciales. Donc, pas de tout voiture, mais ça veut dire quoi ? Développer les pistes cyclables, la circulation douce, je veux dire toutes les alternatives possibles pour éviter déjà la pollution. On parle d'environnement, on parle aussi de facilité pour nos concitoyens à se déplacer.
Tout le monde n'a pas de voiture, tout le monde n'a pas de permis, donc c'est ça aussi le gros problème. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est du tout voiture, effectivement. Et pour revenir à la RD30, moi je reste sceptique et je reste toujours à l'écoute sur un sujet très simple. Moi j'aimerais bien connaître le plan et réellement la transparence au niveau des projets autoroutiers dans les Yvelines. Parce que le projet de RD30 en lui-même, qui n'a pas donné accès à tous les quartiers, donc qui a vraiment donné place à une autoroute dans la ville de Plaisir et d'Éclay, qui a séparé nos deux villes, moi je serais curieux de savoir quelle est vraiment la teneur de ce projet à terme, parce qu'on nous a toujours tenus éloignés. Et je rejoins l'avis de certains qui consistait à dire, oui, en 2007, des remarques et des propositions ont été faites, elles sont laissées lettres mortes. Personne ne les a suivies, personne ne les a écoutées. C'est un peu triste, parce que les Plaisirois et les Clésiens avaient leur mot à dire sur le sujet. Voilà. Fabien Mettet. Oui, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord, on veut plus d'énergie verte, plus de ceci, plus de cela, mais je pense qu'il faut, malgré le fait qu'on soit actuellement tous dans l'opposition, il faut quand même être réaliste et prendre conscience que le département ne roule pas sur l'or. On n'a pas encore découvert de pétrole dans les Yvelines. Pourtant, on a cherché, on a beaucoup creusé, surtout en ce moment, à Plaisir. On est dans un département riche, je crois. Oui, sur le territoire. Mais on parle de l'écologie. On est dans un département riche avec des priorités qui sont tout autres. Oui, non, mais il y a quand même des réalités qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, nous, à Debout la France, on est aussi pour plus d'écologie, pour sécuriser les transports et tout ça, mais il faut quand même être réaliste, quoi. Faut être réaliste. Ah bah vous avez le même discours qu'Éric Gégou. Il faut être réaliste, il faut les moyens. Pourtant, vous êtes alors on va changer de plaisir. Oui. On va changer de sujet. Peut-être que vous aurez plus de choses à dire. On va parler du social, de la petite enfance, des logements du personnes handicapées. Fabien Mettet, je vous repasse la parole en matière de social. Alors, vous êtes plutôt, vous dites qu'il faut combattre la fraude sociale. C'est un bon point de. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas accès aux aides parce qu'en fait, elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent en accéder aux aides. Donc nous, en fait, on est pour rééquilibrer en fait, les aides parce qu'en effet, il y a certaines personnes qui en abusent d'un côté et d'autres personnes qui pourraient en profiter mais qui n'osent pas ou qui ne sont pas suffisamment informées pour en bénéficier. Donc en fait, on cherche à faire en sorte qu'il y ait un rééquilibrage entre les deux, mais nous ne traquons pas, les gens, nous voulons juste un rééquilibrage des aides. D'accord. Et sur le social plus largement Sur le social plus largement. Petite enfance, on en a un petit peu parlé, de la problématique des crèches, des EHPAD. Oui, voilà, justement, pour parler des crèches, justement, nous souhaitons soutenir les associations qui ouvrent des places de crèche, parce que c'est vrai que dans les Yvelines, on manque de places de crèche. Aussi, pour les personnes handicapées, surtout pour les enfants en situation de handicap, nous souhaitons embaucher des auxiliaires de vie scolaire afin de permettre à ces enfants de profiter, comme tous les autres enfants, tous les jeunes enfants yvelinois, des collèges. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mis à l'écart, ils sont comme nous. Surtout que ça permettrait aussi d'humaniser un peu les collégiens et de se rendre compte de la chance qu'on peut avoir d'être en bonne santé. Et enfin, nous souhaitons mettre en lumière un problème qui n'est pas assez connu à notre goût, c'est la maltraitance des personnes retraitées. On parle surtout de maltraitance passive, de personnel de maisons de retraite, qui, étant donné qu'elles sont sous-effectifs, en fait, ont tendance à involontairement maltraiter les personnes âgées. Donc nous souhaitons embaucher du personnel pour les maisons de retraite afin d'éviter ce genre de problème. Donc plus de personnel, notamment dans les maisons de retraite. C'est ça. Éric Gégou, au niveau du social, est-ce que vous avez des propositions ? Eh bien, parce que là, c'est une compétence du Conseil général que certainement le Conseil général va conserver. Oui, effectivement, on parlait de fraude tout à l'heure. Et il me semble qu'il y a 10% des fraudes seulement qui sont détectées au niveau du RSA. Donc c'est vrai que ce serait bien de mettre en place des outils qui permettent de contrôler un petit peu mieux tout ça, de façon à reverser, par exemple, à d'autres choses comme l'APA ou d'autres systèmes comme cela. Concernant le handicap, évidemment, mettre des choses en place. Moi, je vais reprendre un peu ce que disait M. Mettet, mais l'accès aux établissements, etc., tout ça, c'est très important. Et l'accompagnement aussi des personnes handicapées, ou même la possibilité de financer ou d'aider les entreprises, par exemple, pour l'accès à certains niveaux de handicap. Moi, j'ai connu une entreprise qui a fait mettre en place un certain type de système parce qu'elle avait un salarié qui avait eu un accident grave.
Et je pense qu'elle n'a pas été aidée, par exemple, cette société-là. Donc peut-être mettre en place des choses pour aider l'entreprise de façon à accueillir son salarié. Donc soutenir un peu plus ces entreprises, notamment dans le milieu du handicap. Si elles restent en France, parce qu'elles ont tendance à partir, les entreprises. Oui, c'est ce que vous disiez. Voilà. C'était un peu du mot. Ah, d'accord. On va regarder vos temps de parole dans quelques instants. Et Jocelyne Coleman-Berger et Patricia Charton, vous avez un peu de retard sur vos camarades autour de la table. Donc, Jocelyne Coleman-Berger, vous passez la parole sur toute la partie sociale, petite enfance, personnes en situation de handicap ou encore logement. Qu'est-ce que le Conseil général peut faire d'autre, sachant que c'est une compétence qui est importante? Bien sûr, c'est fondamental, même puisque la population, même si elle reste jeune au niveau du département, est quand même vieillissante. Donc on a un véritable souci d'accompagnement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le département, je vous le disais tout à l'heure, ne soit pas dans cette compétence, mais il est certain qu'il va falloir certainement avoir un regard beaucoup plus précis par rapport aux accompagnements, parce qu'il doit y avoir certainement, on s'en est rendu compte, des personnes qui ne sont pas suffisamment accompagnées et d'autres qui le sont peut-être pas du tout. Ça revient à ce que disait effectivement M. Mettet. Il est clair aussi qu'au niveau des crèches, aujourd'hui, on a un vrai manque au niveau des crèches. Donc, il y a toute une action d'accompagnement qui doit être faite au niveau des collectivités par le biais de subventions et puis aussi par rapport aux micro-crèches privées qui sont en train de fleurir sur les villes. Et on s'en rend compte et on ne peut en être, je dirais, que satisfait à ce niveau-là. Il est vrai que la santé est un véritable souci également avec les PMI. Il est vrai que les PMI doivent être maintenus, développés. C'est une véritable aide au niveau des collectivités par rapport à la petite enfance, par rapport au suivi des familles, par rapport à tous ces enfants qui effectivement ont besoin pas d'une compétence, mais d'une reconnaissance et d'un accompagnement de compétences de certaines personnes quand les familles ne peuvent pas le faire. Au niveau des personnes âgées, pour les EHPAD, il est clair qu'on a un manque, mais parce que je le disais tout à l'heure, il est clair que la population étant vieillissante, il faut un accompagnement, mais pas uniquement, je dirais, au niveau des EHPAD, mais également au niveau des constructions qui peuvent être faites dans les collectivités sur des résidences, qui sont des résidences que nous, on imagine très intergénérationnelles, où on pourrait faire des mélanges entre les personnes âgées et les plus jeunes. Il y a d'ailleurs un projet comme celui-là à Plaisir, au niveau de l'ancienne gendarmerie, qui a été reprise par les PFI, justement, du Conseil général, et qui nous accompagne dans ce projet. Donc tout ça, ce sont des vraies démarches, et sans vouloir faire de pont marche arrière par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais il est clair qu'il y a énormément de choses qui sont déjà en cours, et quand vous parliez d'énergie verte, quand vous parliez d'environnement, de circulation douce, il faut savoir ce que fait le département, et je crois qu'il y a des choses que peut-être vous ne connaissez pas suffisamment, et qui sont déjà très en cours, sans vouloir dire autre chose. Patricia Charton, je vous pose la parole alors. Je pense qu'on n'est pas mieux informés, puisque je sais que j'ai lu tous ces... Sur le plateau de TV-Fil, vous découvrez les choses. Sur le social, Patricia Charton. Non, sur le social, ce que je pense, c'est qu'en fait, on travaille au niveau départemental ou communal sur une prise en charge des personnes qui en ont le plus besoin. Mais ce qui me semble vraiment essentiel aussi, c'est de recréer du lien social. Et ça, on ne peut pas le faire par des structures départementales ou communales. Je pense que ça doit venir du citoyen. Et pour moi, ça vient essentiellement du monde associatif. Je travaille, moi, pour une association urbaine qui permet de développer, par exemple, le logement intergénérationnel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Et les communes ne sont pas forcément toujours très actives sur ce type de sujet. On a beaucoup d'autres, au niveau de ces associations, beaucoup d'autres projets qui permettent justement ce lien social. Et plus on a du lien social, et plus on est proche les uns des autres, et moins on aura besoin, évidemment, aussi bien au niveau de la santé, parce que les personnes qui ne vont pas bien ont souvent des problèmes au niveau de manque d'échanges avec les autres, et ça génère beaucoup de maladies, beaucoup de stress, voilà. Le lien social, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être développé, et on doit pouvoir aider les associations qui prennent en charge ce genre de choses. On aura beaucoup entendu parler du vivre ensemble autour de cette table ce soir. Jamel Nati pour le social, puis après je passerai la parole. Moi, j'ai retenu quand même certaines choses. C'est quand même un point sur lequel nous opposons fermement, c'est la marchandisation qui est faite au niveau du social et de la santé. Je veux dire, aujourd'hui, on entend parler de crèches. Les crèches, aujourd'hui, ce sont des crèches qui sont des crèches privées,
pour lesquels il faut payer, sur lesquels il y a des listes d'attente, sur lesquels il n'y a pas forcément une vraie politique, on va dire, au niveau de le schéma, le programme de santé au niveau de l'enfance et autres. Quand on parle des maisons de retraite, aujourd'hui, il n'y a pas de maison de retraite au niveau départemental. Les maisons de retraite, elles sont privées ou associatives. Donc derrière, c'est une marchandisation de la santé. Et ça, par contre, je suis désolé, c'est pas du tout l'avenir de notre société. Je veux dire, ça veut dire que maintenant, on a le droit d'être soignés, on a le droit d'avoir des enfants en garde que les gens qui ont de l'argent. C'est pas ça la solidarité, la fraternité dans notre pays. Donc là, effectivement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et si moi je me présente en termes à ces élections, c'est aussi pour faire entendre une autre voix par rapport à cela. Donc vous me parliez sur les sujets, voilà ce que je peux y répondre de manière synthétique. Je pourrais développer beaucoup plus si le temps était donné et non pas compté. Eh ben non, justement, puisque il m'en reste. C'est merveilleux. Il vous en reste pas beaucoup. Donc oui, sur le principe, effectivement, si on parle de cette approche-là, on parle notamment de l'approche santé pour les plus petits, la notion de crèche, c'est extrêmement important, oui, parce que c'est par là qu'on démarre, c'est la quadrature du cercle, hein, et on finit effectivement avec le côté maison de retraite, où effectivement le schéma gérontologique. Vous avez dépassé votre temps de parole par rapport. Je termine juste le schéma gérontologique au niveau du département est bien abstrait. Nicolas Hu, vous avez une minute. Une petite minute. D'accord. Moi, je suis surpris d'entendre ce que je peux entendre là. Depuis que les Yvelines sont Yvelines, le département est à droite. Donc je suis assez étonné de voir qu'aujourd'hui, la majorité sortante fait des propositions qu'elle n'a pas tenues ou qu'elle n'a pas réalisées pendant ces dernières années de mandature. Donc je prends acte et on pourra voir à l'avenir, si jamais vous êtes élu, ce qu'il en deviendra. Mais je voudrais quand même, parce que Mme Colmas-Verger nous a demandé de connaître un petit peu mieux le dossier. Minute, hein, Nicolas, je voudrais juste dire, je voudrais juste préciser que quand même, dans le département, c'est 80% des plannings familiaux qui sont en voie de fermeture. Les PMI sont en voie de diminution de 69 à 20 sur tout le territoire. Par exemple, sur le canton de Plaisir, elles vont passer de 4 à 2. Et les centres territoriaux d'accès sociaux vont disparaître de 25%. Nous, ce que nous proposons tout simplement, pour garder mon vous êtes au-delà du temps de parole de tout le monde. Garder un service public du grand âge, un service public de la petite enfance. Merci Nicolas. Éric Gégou et Fabien Maté, je vous passe encore la parole pour une trentaine de secondes parce que vous avez du temps de retard. Qu'est-ce que votre conclusion? C'est une conclusion, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. C'est une conclusion. À travers ces élections départementales, je pense qu'il y a un vrai choix de société. Et c'est pour ça que on incite et on propose et on soutient les gens et on les encourage à se déplacer, à aller voter, puisque, encore une fois, c'est un vrai choix de société qui s'impose. À travers tout ce qui s'est dit autour de cette table, des choses vont changer d'ici à un horizon assez proche. Et donc, soit on continue à détricoter notre nation, parce qu'à travers ça, c'est bien ça qui se passe, canton, département, etc., et on envisage des hyper-régions et on vide de sa substance le rôle des départements aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on stérilise un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est une conclusion? Oui, mais c'est... Ou alors, un autre choix, c'est de faire rentrer des élus Front National au... Vous êtes sur une discussion plus nationale, on a bien compris. Oui, tout à fait. Un débat mais parce que l'avenir et le rôle des départements... est impliqué dans la vie de l'État. Dans le développement national. Oui, je suis obligée de vous couper parce qu'on arrive en fin de cette émission. On va jeter un dernier coup d'œil sur les chronos. Vous êtes tous entre 7 et 8 minutes à peu près. En tout cas, je vous remercie à tous les 6 d'être venus sur le plateau de TVFil pour parler autour du canton de Plaisir. C'est la fin de cette émission. Le débat sera rediffusé aussi samedi 14 mars à 20h et dimanche 15 mars à 10h. Prochain débat, ce sera le jeudi 12 mars, toujours en direct entre 19h et 20h. Et je recevrai l'ensemble des candidats du canton de Saint-Cyr. L'école, excellente soirée à vous. Merci.